Bonsoir, bienvenue dans cette belle salle de fête de la mairie de Saint-Maur. Je suis ravi de vous accueillir assez nombreux, donc merci d'être présents. Je vois quelques élus qui sont là, je vois notamment notre maire adjointe en charge des sports, Dominique Soulis, merci d'être présente. Je vois également, et bien sûr, Julien Cocher, avec qui on a accueilli tout à l'heure, puisque il est maire adjoint notamment en charge de la jeunesse, et il avait accompagné les jeunes, on en reparlera tout à l'heure. Et puis je vois Dominique Bléau qui est aussi élu. Je ne vois pas d'autres élus, je ne voudrais pas... Elle est Marité de Pecker, qui est élue en charge de la Maison des Seniors, mais qui est toujours un peu cachée, un peu discrète. Mais en tout cas, merci d'être présent. Alors moi, je suis ravi d'abord de vous accueillir et d'accueillir évidemment d'abord Jérôme Bellion. Pardon ? C'est l'émotion. Éric Bellion, pardon. Et puis, monsieur Jérôme Daribert, qui est le directeur général de Septodon. Et donc, grâce à la Fondation Septodon, qui a été à l'initiative de cette rencontre et de ce partenariat et de cette aventure extraordinaire. Donc, d'abord, mille merci, Jérôme, d'être à l'initiative de cette très très belle aventure qui a permis donc à 22 de nos jeunes, je ne sais pas s'ils sont tous là, en tout cas j'en vois quelques-uns, d'être partis le 9 novembre au Sable d'Olonne pour pouvoir découvrir et puis partager ce départ de ce héros, parce que c'est ce que je disais à l'instant à Eric, je pense que cette aventure, c'est la dernière plus belle aventure humaine de la planète. Il n'y a pas plus exceptionnel comme aventure. Alors je ne vais pas parler pendant très longtemps, je vais surtout laisser la parole peut-être à Jérôme qui veut dire un mot, ou à Eric, au choix des artistes. Après, je crois qu'il y a un petit film qui doit être projeté, et puis vous aurez évidemment tout un temps d'échange, de questions, de réponses, de façon à pouvoir mieux comprendre, connaître et puis mieux saisir toute l'importance. Je dirais juste un mot. Il y a beaucoup de services municipaux qui sont ici présents et je tiens vraiment à les remercier, notamment, je ne sais pas, la directrice de la politique de la ville, merci d'être présente. Je vois le directeur aussi du service, notamment tout ce qui est jeunesse, sport, merci d'être présent également. Tout ça n'aurait pas pu se faire sans cette collaboration. Donc la Fondation Septodon qui est à la manœuvre, à la clé, la ville qui permet aussi tout ça, et puis le héros. Donc Eric, je te laisse la parole, mais en tout cas, ça me fait très très plaisir de t'accueillir ici. Merci. Merci beaucoup. Quel accueil chaleureux, merci. Bonsoir, monsieur le maire, merci de nous accueillir, cher Pierre-Michel, de soutenir et d'accompagner ce projet. Effectivement, j'ai eu l'occasion de rentrer en contact avec ce héros qu'est Eric, et on a partagé un certain nombre de valeurs au-delà du goût et du plaisir de la mer, et on a imaginé de pouvoir offrir l'opportunité à des jeunes Saint-Mauriens de pouvoir découvrir ce qu'est une course en solitaire, le Vendée Globe, et aussi bientôt au mois de juillet venir passer 3 ou 4 jours pour découvrir la navigation, découvrir les métiers de la mer. Et donc c'est une aventure partagée avec Eric, et je remercie Eric de bien vouloir consacrer du temps à la fois à ce projet avec son équipe et surtout d'avoir une fibre de proximité avec les jeunes pour leur faire découvrir des choses qui sont en dehors des réseaux sociaux et de leur imaginaire d'aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Merci messieurs, merci à la mairie de Saint-Maur de cet accueil, de ce projet. Merci à Septodon. Ouais, c'est sympa, hein, ça vous a plu? Vous êtes tout là-bas, là. Là, c'est que le début. Et vous voulez peut-être que je vous parle du Vendée Globe? Non? Ouais? Ok, d'accord. On s'assoit, on fait comment?
on peut faire une discussion, c'est-à-dire que si vous avez des questions, faut pas hésiter à me couper. Moi, si vous voulez, je peux vous raconter la course. Vous l'avez suivi aussi, je pense à travers le site, les réseaux sociaux. Bref, on fait une discussion et si vous avez envie de parler, etc., vous n'hésitez pas, d'accord? Ça vous va? Ok. Alors, déjà, moi, il y a une première victoire qui a eu lieu avant la course. La première victoire, c'est quand on a amené le bateau au Sable d'Olonne. Parce que c'est une aventure qui a commencé, qui n'a pas commencé le 10 novembre 2024, ça a commencé en fait en novembre 2020, où on a décidé de se lancer avec Marie Latenzio qui est derrière. On a décidé de se lancer, qui est la directrice de Stena Swan, c'est elle la boss en fait. Voilà, celle qui a les chemises rayées. Vous pouvez l'applaudir. Ouais. Elle a fait aussi le Vendée Globe. On a décidé de partir faire le Vendée Globe, mais comme on promeut la différence depuis 25 ans, il n'était pas question de refaire le Vendée Globe pour refaire le Vendée Globe. Donc on a décidé de faire le Vendée Globe d'une façon radicalement différente. On a décidé de faire une équipe pour aller faire le Vendée Globe. Et donc on a décidé de construire 2 bateaux absolument mutualisés avec Jean Le Cam, avec ses équipes. Et on a décidé de faire, en plus de mutualiser ses efforts dans une seule et même équipe, on s'est dit qu'on allait faire le bateau de l'avenir. C'est-à-dire un bateau sobre, un bateau fait pour durer, un bateau qui est, à notre sens, le bateau que devraient avoir tous les marins qui font de la course au large. Parce que vous êtes comme moi, vous lisez les infos, vous suivez le monde tel qu'il est, et on sait tous qu'on va devoir faire des efforts de sobriété. Et donc voilà, on a voulu proposer avec Jean, avec ses équipes, avec notre équipe, un bateau d'avenir. Et donc on a construit 2 bateaux. Donc vous imaginez ce que c'est de construire aujourd'hui des Formule 1 des mers. C'est un truc qui normalement est uniquement l'apanage de grandes équipes avec des moyens gigantesques. Et nous, on n'avait pas du tout ces moyens-là, mais en se disant, en mutualisant et en allant dans la sobriété, on pouvait réaliser ce rêve, parce que c'est pour nous les marins, faire le Vendée Globe, c'est un rêve, c'est un Graal, mais construire son bateau pour aller faire le Vendée Globe, c'est encore plus fort, quoi. Et donc quand on arrive en octobre, fin octobre, au Sable d'Olonne, on réunit toute l'équipe, Marie sort une bouteille de champagne, on sable le champagne, on se dit, on a déjà une grande victoire, quoi. C'est pas parti, mais déjà l'aventure, elle est folle parce que on a réussi d'aller au bout de notre concept, on a réussi à amener ces 2 bateaux sur le Sable d'Olonne, c'est extraordinaire. Et puis le village du Vendée Globe arrive, on vous accueille, on accueille nos partenaires, donc toute la pression monte, la pression monte, la pression monte, on est 40 concurrents, et le 10 novembre, ça part. Alors ça part dans la pétole, hein. Il n'y avait pas un souffle d'air, le vent est arrivé après, et puis tout d'un coup le bateau avance, et puis moi je me retrouve seul sur le bateau. Il faut imaginer, hein, derrière il y a 4 ans de travail, il y a 200 personnes qui ont travaillé, 200 personnes qui ont construit le bateau, qui l'ont armé. Il y a des dizaines de milliers d'heures de gens, de nuit, de gens qui n'ont pas... Tu vois, tu fais tu travailles 24 heures sur 24. Nous, c'était à peu près la même chose, quoi. En plus, on a eu une avarie. On a cassé le bateau sur la Transat Jacques Vabre 2023. On a reconstruit. On ne savait pas si notre projet s'arrêtait là. Et on est vraiment, tel le phénix, on est reparti de nos cendres, mais on a continué. C'était un projet qui était semé d'embûches. Et tout d'un coup, je me retrouve tout seul et je suis le finisseur. Un peu comme être maire. À la fin, moi, je suis le finisseur. Donc j'ai 3 mois devant moi. J'ai toute la pression incroyable de cette équipe, de ces 200 personnes qui ont travaillé comme des fous pour que ça arrive. Donc, vous imaginez, là, psychologiquement, c'est beaucoup plus chargé
que mon premier Vendée Globe en 2016, où là, j'avais acheté un bateau d'occasion et j'étais parti faire le Vendée Globe. Psychologiquement, c'est pour planter le décor aussi. En 2016, j'étais célibataire et j'avais qu'une seule chose dans ma vie, c'était ma moto et un sac à dos. Là, j'ai une famille, une petite fille, et je pars. Et là, ça me tombe dessus aussi. Je pars loin de ma famille 3 mois. Et cette aventure et cette distance et cette solitude, parce que c'est ce que tu as dit au début, et je suis d'accord avec toi, c'est une des dernières grandes aventures humaines. Il n'y a aucun sport, il n'y a aucune discipline, il n'y a aucun métier au monde qui demande à un homme ou une femme de partir aussi loin, aussi seul, aussi longtemps. Ça n'existe pas. Il n'y a que le Vendée Globe. C'est le truc le plus extrême. Et l'océan, c'est l'endroit le plus hostile à l'homme, à l'être humain. Parce que je vous mets dans le désert en slip, vous survivez quelques jours. Dans la glace, vous survivez quelques heures. Dans l'eau, dans la mer, c'est quelques minutes. Donc, et tout ça, c'est faire le tour du monde sur une feuille, on en a parlé, sur une feuille de carbone de 3,6 mm d'épaisseur. Là. Donc dans cet état d'esprit, je pars. Puis on fait... la première nuit est assez dantesque parce que, évidemment, nous, on a couru après le temps, comme on était une équipe modeste, qu'il a fallu se qualifier. On a passé beaucoup de temps à réparer l'avarie de 2023, à préparer notre bateau. On a couru après le temps. Et donc, le bateau, on l'a mis à l'eau, hop, et puis on allait faire le Vendée Globe. Donc, j'ai pas mal de petits soucis. J'ai des problèmes de voile qui s'enroulent pas très bien. Je fais quelques erreurs aussi parce que ça fait longtemps que j'ai pas navigué. Hein. On a passé 3 semaines au village des Sables d'Olonne, donc je suis un peu rouillé. Donc la première nuit, en plus avec l'émotion, je fais pas mal de bêtises, que je casse des petites choses. Mais je me retrouve lancé dans l'Atlantique et là, je commence à accélérer. Je suis dans le bon paquet de bateaux. Je suis avec mon bateau où je fais des pointes à 26 nœuds. Alors je sais pas si ça vous parle, mais ça fait à peu près 50 km/h. C'est des vitesses quand même très importantes. Et mon bateau, je vois qu'il file, mais à des vitesses, de temps en temps, je suis obligé de freiner en me disant, parce que j'ai peur, en me disant, j'ai jamais vécu de vitesse pareille. Et en fait, mon bateau, il adore, il avance, il avance, il avance. Et puis, on arrive vers l'équateur. Moi, je suis content, je suis devant le CAM, je suis dans le bon groupe avec les foilers, etc. Donc, je suis ravi pour le projet. Et puis, si vous avez suivi le Vendée Globe, vous avez vu que toute la tripotée de ceux qui étaient 40 km devant moi, ils prennent une dépression et ils se barrent. Ce scénario-là, il existe dans tous les cahiers de scénarios qu'on a. Hein. On étudie la météo, on a plusieurs scénarios dans toutes les zones du monde. Et ce scénario, on le connaît, mais dans les petites spécifications qu'on a pour présenter ce scénario, c'est « il n'arrive jamais ». Il n'arrive jamais. Cette dépression qui part aussi nord et qui amène en fait tous les bateaux dans l'océan Indien, comme ça, en un clin d'œil. Et là, la course est pliée, là. C'est plié. Donc déjà, moralement, pas facile, parce que tous les bateaux... il y a une quinzaine de bateaux qui se barrent devant, et nous, on se retrouve avec le groupe. Moi, je suis devant, le groupe de derrière. Et puis là, toutes les conditions météo vont être radicalement différentes de ceux qui sont devant, parce que eux, ils ont une mer toute lisse, qui vont garder quasiment jusqu'à l'arrivée. Et eux, ils vont mettre 64 jours. Hein. Charlie va mettre 64 jours. Et nous, mais c'est l'enfer. L'océan Indien, pour vous dire, Jean Le Cam, qui a sa 6e édition du Vendée Globe, va nous dire « j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça ». Mais bon, on descend, on arrive comme on peut vers le cap de Bonne-Espérance, vers l'entrée de l'océan austral. Vous savez, le Vendée Globe, c'est en 3 parties. La première partie, c'est la descente de l'Atlantique. Deuxième partie, le tour de l'Antarctique. Donc c'est le cœur du camembert. Hein. C'est donc l'océan austral. C'est 1 mois qu'on passe dans les mers les plus difficiles du monde parce que c'est des tempêtes qui mettent tous les 2 ou 3 jours. Là, dans l'océan Indien, c'était tous les jours. Et des tempêtes qui n'ont aucune terre pour les arrêter autour de la planète. Donc ils tournent autour de la planète, qui prennent de la force, et des vagues qui vont avec, qui n'ont aucune terre pour les arrêter. Donc c'est d'une violence extrême. Et donc on arrive dans cette zone-là. Moi, je suis assez bien placé, je suis assez content dans mon groupe, parce que
j'ai fait le deuil des premières places. Hein. Maintenant, il faut se battre, il ne faut pas lâcher. Ça ne veut pas dire qu'il peut tout se passer d'ailleurs dans le Vendée Globe, tout le monde peut casser devant, enfin tout se peut passer, donc il ne faut surtout pas perdre le moral, quoi. C'est pas parce qu'on est derrière, tout peut se passer. Et j'ai un truc assez terrible qui se passe à l'entrée des mers du Sud, c'est que mon système qui maintient mon gouvernail, enfin j'ai 2 gouvernails, mes safrans en place, casse de façon régulière. C'est un système en cordage, en textile, et ce système qui a été validé notamment sur la transat anglaise dans des conditions hyper musclées, très difficiles, casse, et je ne comprends pas pourquoi. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je suis en pleine vitesse, pleine puissance avec mon bateau, dans des grosses vagues. Mon bateau part en survitesse, donc il accélère de façon très brusque, et là, au pire moment, mon gouvernail se casse. Donc c'est exactement comme si vous mettez sur la voie d'accélération sur l'autoroute, vous êtes à 130, tout est peinard, vous mettez de la musique et tout d'un coup, le volant vous reste dans les mains, quoi. C'est exactement la même chose. Donc ça veut dire que le bateau part au tas, c'est-à-dire qu'il se couche, toutes les voiles faceillent, et moi je me retrouve à 90 degrés dans l'eau, et ça arrive tout le temps. Vous imaginez le niveau de confiance que j'ai dans mon bateau, quoi. Comme vous dans la voiture où le volant vous reste dans les mains, quoi. Donc je bricole une solution pour tenir ces safrans. Et là, malheureusement, ceux qui sont dans mon groupe, poudre d'escampette. Alors, toutes ces réparations, on les fait en continuant d'avancer. On ne peut pas arrêter la chaîne de production, quoi. On continue d'avancer. Donc c'est les mains dans l'eau, et puis j'essaie de freiner le bateau, et puis je trouve une solution pour tenir mes gouvernails vers le bas et qui puissent encaisser les chocs des grosses vagues et ces suraccélérations qu'on a. Et je me dis, maintenant que j'ai fait cette réparation-là, est-ce que ça va tenir ? Moi, je ne suis pas un professionnel de ces cordages. Normalement, c'est des gens qui viennent faire ça, qui sont des gens extrêmement capés. C'est vraiment des stars qui font ces systèmes-là. Moi, je ne suis pas une star. Je touche à peu près à tout. Mais le cordage que je dois faire là, il doit tenir. Et dans ma tête, je me dis, après m'être dit, bien sûr, tu vas abandonner, etc. Parce que le manque de confiance dans le bateau, quand tu rentres dans les mers du Sud, les mers les plus dangereuses du monde, que tu es tout seul à bord, tu risques juste ta vie. Je suis papa. Qu'est-ce que je vais faire ? Donc je me dis, abandonne pas. Va jusqu'en Australie. En Afrique, hein. Va en Australie. Et puis, si ça marche, arriver en Australie, ça veut dire que tu peux faire tout le tour du monde avec, quoi. Donc c'est dans cet état d'esprit que je me lance dans l'océan Indien, qui est vraiment hyper difficile. C'est-à-dire que généralement, dans les mers du Sud, dans l'océan Indien, vous avez une tempête tous les 3 jours qui vous permet à un moment donné de glisser un peu, d'avoir une mer à peu près agréable, on va dire, entre 2 tempêtes. Mais là, absolument pas. On a une dizaine d'heures entre 2 tempêtes, ce qui fait qu'on a très très peu de temps pour prendre de la vitesse. Et puis surtout, on doit vraiment rester très au nord. Et vous savez, la Terre est ronde. Hein. Je ne sais pas s'il y a les 16% de platistes aux États-Unis dans la salle. Donc la Terre est ronde, je l'ai vérifié pour la 2e fois. Et donc plus vous êtes sud, plus vous allez vite, parce que c'est court. Mais nous, on est obligé de rester nord. Donc à la fois, on subit la mer qui est démontée, qui nous empêche d'accélérer, parce que c'est comme en voiture. Hein. Si vous êtes sur une route cabossée, vous allez vous freiner parce que vous n'avez pas envie que votre voiture se désintègre. Nous, c'est pareil, on est obligé de freiner dans des vagues. Et en plus, on doit passer le plus nord possible, donc on est freiné énormément. Donc c'est hyper frustrant. Il faut tenir, pas casser le bateau, tenir. Et puis, moi, je commence à faire ma petite remontée. Je suis très content parce que je lâche rien, et je commence à rattraper tranquillement tout le groupe de devant. Donc, je suis hyper content de mon bateau. On passe sous le Cap Lewin. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo du Cap Lewin où je suis en larmes. Parce que moralement, c'est dur, quoi. J'avance depuis 1 mois dans une mer démontée. Mon bateau, il ne peut pas accélérer. C'est vraiment très difficile. J'arrive dans le Pacifique. Très pacifique, avec
et un gros anticyclone, mer plate, etc. Donc je commence à revivre. On est le 1er janvier 2025, et pour fêter l'année, la direction de course m'appelle. Eric, tu vas rire, tu as 2 icebergs devant toi. Super. Super, donc un iceberg, vous savez ce que c'est? Donc c'est des blocs de glace monumentaux qui se décrochent de l'Antarctique, pardon, et qui remontent avec le nord, et au fur et à mesure, plus ils vont vers le nord, plus ils sont dans des mers chaudes, et plus l'iceberg, voilà, le volume diminue, l'iceberg se fond, et libère plein de petits icebergs qu'on appelle les growlers. Et donc, en gros, je sais que dans 18 heures, je vais être dans la zone où il devrait être là. Donc on a des gens qui nous surveillent, qui surveillent la montée des icebergs avec des photos satellites. Mais comme on ne peut pas prendre des photos satellites toutes les secondes, toutes les minutes, là, c'est des photos qui prennent à peu près toutes les semaines. On a une zone à peu près où est l'iceberg, mais on ne sait pas. Et c'est des ordinateurs qui calculent la dérive. Donc j'arrive à l'endroit où devrait être l'un des icebergs. Donc je freine, je fais très très attention, je vois rien du tout. Puis à un moment, il est derrière moi, donc je décide d'accélérer. Je remets toute la toile, le bateau il est plein de balles. Et puis à un moment, je vais descendre dans le bateau, et puis je fais ça parce que je suis toujours en train de scanner tout le bateau, tout l'horizon. Et je fais vraiment comme dans les films, je fais... Et l'iceberg est là. Et je suis passé à côté, il est tout blanc, il fait à peu près, je sais pas, 3 ou 4 fois cette salle, là, en tout cas la partie que je vois. Il fait la taille d'un grand cargo. Et je me dis, c'est passé un peu, quoi. Donc j'ai un radar, j'ai vu une trace, je le vois sur mon radar, mais vraiment au dernier moment, et je sais que si je le percute, c'est mort. Et je sais que si je percute quelque chose qui est gros comme la table, un bout de glace qui s'est séparé de l'iceberg, c'est mort aussi. C'est-à-dire que ça fait un trou dans le bateau, ça veut dire que l'eau va envahir le bateau, même si on a des cloisons étanches, on ne sait jamais, comme le Titanic, ça peut faire des trous un peu partout. Et l'eau est à 5-6 degrés, donc c'est quoi? C'est peut-être 10 minutes d'espérance de vie, quoi. Et bizarrement, ça me libère totalement de le voir. Et je me dis, il est là. Et alors que tous les autres concurrents, ils sont marqués par cette présence-là et se dire, ils réduisent la toile, etc. Moi, je me dis, non, j'accélère. C'est bon, il est là, je fais confiance. Il est là et je pars. Et là, c'est à ce moment-là que je vais aussi doubler pas mal de monde et remonter vraiment pas mal de monde. On arrive vers l'Amérique latine, le Cap Horn approche, il est peut-être là dans 5 ou 6 jours. Et un matin, donc la nuit dure 5 jours, on navigue de nuit et de jour évidemment. Et puis un matin, je veux changer de voile, je veux réduire parce que le vent monte, il y a une grosse tempête qui arrive. Et je vois que mon câble de J2, c'est un câble qui tient le mât sur lequel est enroulée une voile, il se balade énormément. Et je vais voir à l'avant, donc ça veut dire que je freine le bateau, parce que le bateau est toujours couvert d'embruns, de vagues. Je vais voir à l'avant. Et cette pièce qui est maîtresse, qui est un câble qui fait à peu près 30 mètres de long, qui retient tout le mât qui fait 30 mètres de long en carbone, cette pièce ne tient plus qu'à un petit bout de textile, de cordage, et toute la pièce qui le maintient est partie. Donc je me précipite à l'arrière, je vais chercher des cordages pour maintenir ce câble. En plus, le fait que le câble se balade, la voile qui est enroulée dessus, qui fait à peu près 200 mètres carrés, a commencé à se dérouler. Si le câble part et la voile se déroule, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Là, il y a 30 nœuds de vent, donc 60 km/h de vent. Le vent va monter à 80-90 km/h. Et je suis en train de bricoler à l'avant de mon bateau pour que cette voile ne se déroule pas entièrement, que le câble reste là. Donc, il faut vous imaginer, le bateau, je ne peux pas le freiner. C'est une luge. Donc, le bateau, il continue de perforer les vagues. Donc, évidemment, mon gilet se gonfle. Donc, j'ai ma bouée qui est gonflée comme ça. Et puis, moi, je suis envoyé contre moi. Les vagues me propulsent plusieurs fois, 10 mètres, 15 mètres plus loin. Je suis obligé de revenir et continuer à faire mes branlages, tout mon système, en sachant pas si ça va marcher, en fait.
ce qui est génial dans cette galère qui n'a pas de nom, c'est que je sais que dans 30 heures, la tempête va passer et que je vais avoir du beau temps. Je vais avoir du temps calme. Mais il faut que je tienne 30 heures. Et surtout, il ne faut pas que j'aille trop vite, parce que si je suis embarqué dans la tempête, je vais rentrer dans une tempête encore plus grande au Cap Horn. Il y a 2 marins déjà qui ont décidé de freiner pour ne pas prendre cette tempête. C'est Arnaud Boissière et Violette d'Orange. Ils ont essayé de freiner. Moi, je vais dedans, mais j'essaie de freiner au maximum. Et je ne peux pas freiner mon bateau. Mon bateau, il file avec le vent, même si j'ai tout réduit. J'accélère. Et pour vous dire, le calvaire de ces 30 heures, c'est-à-dire que j'y vais toutes les 10 minutes avec ma lampe de poche pour essayer de voir si mon truc tient et si je ne vais pas démater et perdre mon bateau, quoi. Est-ce que se retrouver là, sans mât, c'est la catastrophe, quoi. Donc 30 heures extrêmement difficiles mentalement, vous imaginez. Mais le beau temps arrive, la tempête se calme et je peux réparer ça. C'est pareil, cette réparation, c'est une réparation de professionnels des gréements, ça s'appelle des matelotteurs. Et moi, je fais cette réparation, j'en suis hyper fier, je suis guidé par un matelotteur professionnel. Et je fais cette réparation et ça y est, tout peut revivre, quoi. Donc j'ai perdu pas mal de place parce que j'ai dû freiner énormément le bateau. Mais oui, je peux continuer. Et puis on passe le Cap Horn, vous avez vu les images. Merci les amis de m'avoir remonté cette vidéo, je ne l'avais pas vue. Je passe le Cap Horn en course, même si je suis loin de mes espérances, parce qu'à ce moment-là, je suis dans les 20e, un peu plus, 24, je ne sais plus. Ce n'était pas du tout mon objectif, mais je suis encore là. Et je me bats encore pour remonter. Je sais que dans la remontée de l'Atlantique, mon bateau, il va exprimer tout son potentiel. Il est fait pour ça, pour remonter au pré très très vite. Et je sais que je suis beaucoup plus rapide que plein de bateaux qui sont autour de moi. Donc je passe le Cap Horn, c'est vraiment une délivrance extraordinaire, parce que le Cap Horn, c'est la fin de l'océan austral. Ça veut dire qu'on remonte vers la civilisation, vers les ports. Ça veut dire que si j'ai un problème, ça veut dire que je perds plus mon bateau. Ça veut dire que si je suis à l'eau, je résiste plus longtemps, parce que la mer devient plus chaude, etc. Tout est mieux, en fait. Mais c'est encore un endroit très difficile, parce que l'organisation de la course nous a mis un couloir dans lequel on peut passer. Et si on s'éloigne de ce couloir, si on sort de ce couloir, on est disqualifié, d'une part, et on rentre dans la zone des icebergs. Donc en fait, on a une zone très étroite le long de l'Amérique latine. Et surtout, les tempêtes qui nous poursuivaient, donc qui nous laissaient un peu de temps, parce que nous, on avançait avec la vitesse des tempêtes. Comme on fait plein nord, en fait, les tempêtes nous tombent dessus très rapidement. Et donc je dois parer les îles Malouines, c'est un archipel qui est juste au nord du Cap Horn. Et donc je dois faire du pré dans du vent très fort, hein, c'est du vent à peu près 80 km/h, donc beaucoup de mer, etc. Donc je pars l'archipel des Malouines, tout au nord, et pareil, au petit matin, je vérifie mon câble, et en fait tout est reparti. L'enfer. Surtout que je suis au vent de la côte, d'une côte très très mal famée, très très peu cartographiée, avec un bateau qui fait 4,50 m de tirant d'eau. Ma quille, elle est à 4,50 m. Donc je ne peux pas abattre et me mettre avec le vent pour pouvoir réparer. Je ne peux pas freiner mon bateau. Je suis obligé d'être à pleine vitesse. Et je décide d'aller m'abriter sous la côte des Malouines. Et sous la côte des Malouines, il y a une énorme tempête qui arrive, qui va durer 4 à 5 jours. Et j'ai une décision à prendre, qui est peut-être la décision la plus difficile que j'ai prise de ma vie. C'est qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je ne sais pas ce qui se passe avec ce câble, je ne sais pas pourquoi il se défait. Il y a un problème que je ne maîtrise pas. Je suis allé au bout de mes connaissances en cordage pour réparer. Donc je me fais le film du truc. Je dis, bon, tu vas attendre sous le vent, mais qu'est-ce qui se passe si tout ce système part ? Est-ce que tu risques de perdre ton mât ? Ouais, tu risques de perdre ton mât. Il y a une grosse tempête qui arrive. Qu'est-ce que ça veut dire si tu n'as plus de mât ? Ça veut dire que tu as le risque de mettre ton bateau à la côte, à les rochers. Donc ça veut dire que tu perds ton bateau. Et si tu perds ton bateau sur une côte comme les Malouines, où il n'y a pas grand monde, ça veut dire que tu as des grandes chances aussi de perdre la vie. Parce que
Là-bas, c'est des rochers, c'est une mer qui déferle. C'est pas des atterrissages sur une plage dorée, hein, pas du tout. Donc je me dis, bon ben, faut être raisonnable. La sécurité avant tout. Et moi, je suis pas un pilote, je suis pas quelqu'un qui est payé juste pour naviguer. Le bateau, c'est mon outil de travail. Donc, je vais le préserver. Et donc, je prends cette décision qui est horrible. Donc, j'appelle Marie. Et c'est vraiment un moment difficile parce que, comme je vous ai dit au début, je suis le finisseur de tous les efforts de tout le monde, quoi. Donc, la décision est horrible et je prends la décision de rentrer au Malouine pour me protéger de cette énorme tempête qui arrive. Et comme je décide de rentrer pour me protéger, que je ne veux pas prendre de risque pour le bateau, je demande assistance. C'est-à-dire que je demande à des gens de venir m'aider pour accoster, prendre une bouée, etc. Et là, c'est la fin. Donc je ne suis pas dans la tristesse ou la déception à ce moment-là, je suis dans comment je fais pour me sauver mon bateau et me sauver la peau. Donc j'arrive au Malouine. Il faut vous imaginer, hein, donc la tempête arrive, mais le vent est déjà bien installé. Donc il y a des grains, vous savez, ces nuages très bas, qui arrivent avec beaucoup de pluie, et c'est très noir, et ça souffle à 70 km/h de vent. Donc la mer est blanche, mon bateau il est très rapide sur les mers au large, mais au port, etc., et j'ai un tout petit moteur, et le bateau est ingouvernable, en fait. Dès qu'il y a du vent, c'est pas possible. Donc déjà, j'arrive, au lieu ça fait 2 mois que je suis en solitaire, 2 mois que je suis tout seul dans ma course, au large, et j'arrive dans un endroit où il n'y a que des rochers, dans le noir, vous savez, le ciel d'encre, la mer ardoise, la pluie horizontale. Donc je dois faire tomber mes voiles, garder le contrôle. Donc déjà, mes voiles, elles s'en mêlent partout. Je suis obligé de monter dans le mât pour enlever mes voiles. Enfin, c'est une catastrophe. J'allume mon moteur pour le faire fonctionner, mais j'oublie les entrées d'eau qui le refroidissent, donc mon moteur veut s'arrêter. Et si mon moteur s'arrête, c'est terminé, hein. Je pars sur les rochers. Et puis, je rentre dans une baie où les gens qui sont censés m'accueillir arrivent. Je m'attends à avoir un semi-rigide. Vous savez, ces bateaux pneumatiques qui ne peuvent pas abîmer ma coque. Ma coque, elle fait 3,6 mm. Et je vois arriver un gros bateau de port, quoi, un bateau en acier. Je dis, c'est pas possible. Je leur avais dit. Même Marie avait tout préparé. Et le gars qui est du port, il fait très très bien sa manœuvre. 2 personnes arrivent à bord. Là, je le sais, j'ai pas réalisé, mais ça veut dire que mon Vendée Globe est terminé. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un met la main sur votre bateau, c'est terminé, on est hors course. Donc j'ai 2 personnes qui arrivent, Peter et Marie-Lou. Il faut tout faire. Tout le bateau est préparé pour le large et pour s'arrêter qu'au Sable d'Olonne. Donc, pour enlever complètement les voiles, il faut démonter des écrous, couper des cordages, parce que rien n'est fait pour ça. Rien n'est fait pour l'escale. Et je leur dis, on prépare le bateau, mais on attend que les grains passent, les grains à 70 km/h de vent, parce que moi, je ne serai pas manœuvrable dans le port. Et puis là, Marie-Lou me regarde, elle me dit, mais Eric, ça baissera jamais, hein. Ça va monter. Donc, tu dois prendre une décision maintenant. C'est maintenant ou jamais. Moi, tout en moi crie, barre-toi, parce que je sais que... Alors, je suis déjà venu au Malouine. Pour l'ironie de l'histoire, j'ai déjà fait de naufrage au Malouine. Ouais. Donc, je connais cet endroit. Donc, je me dis, évidemment, la nuit est en train de tomber. Parce que sinon, c'est pas drôle, hein. Et je me dis, regarde leurs yeux. Si dans leurs yeux, tu vois un doute, tu te barres. Et je regarde les yeux de Marie-Lou, de Peter, et je vois qu'ils sont sûrs d'eux. Et là, je me dis, ok, on tente. Mais il faut vous dire que je rentre dans un moment qui est vraiment pas agréable, parce que toutes les décisions que je vais prendre maintenant, c'est du no way back. Pas de marche arrière possible. Donc j'enlève les écrous de mes voiles, les cordages, c'est-à-dire que je serai dans l'incapacité de remonter mes voiles. Je ne pourrais pas repartir. C'est plié. Et puis après, je rentre dans la baie de Port Stanley. Le passage, ça s'appelle The Narrow. Ça veut dire l'étroit. Tout petit passage où je rentre et le vent me pousse. Ça veut dire que
si je veux sortir, le vent sera contre moi, je ne pourrai jamais ressortir. Ça veut dire que le bateau restera là. Et je dois faire une manœuvre où je dois m'approcher à ras de la plage, qui est en fait des cailloux, et me mettre à quai d'une ancienne barge de la guerre des Malouines, fait pour des bateaux de guerre. Donc un truc monumental, tout rouillé, pourri, avec des énormes bouées faits pour les cargos, des bouées qu'on appelle des Yokohama. C'est des bouées qui détruisent nos bateaux, en fait. Donc la nuit est tombée. Évidemment, gros projecteur sur le bateau, donc je ne vois plus rien. Je fais un premier virage qui est une catastrophe. Je fais un deuxième virage et on accroche le bateau. C'est un miracle. C'est un miracle total. Mais le bateau est accroché. Je percute mon bout dehors quand même. Je fais un petit dégât. Et puis, on amarre le bateau. 10 minutes après, le vent rentre à 120 km/h. Donc c'est un miracle. Parce que 10 minutes, si on avait fait un deuxième virage, c'était mort. Le bateau aurait été à la côte et il aurait été perdu. Je ne serais pas mort parce qu'il y avait du monde autour de moi, mais le bateau serait mort. Et donc j'amarre tout le bateau, on ficelle les voiles pour pas que tout s'enlève en voile, etc. Puis là, moi, je réalise que mon Vendée Globe est terminé. L'enfer. Donc vous imaginez les larmes, la catastrophe. Je suis hyper entouré par des gens incroyables, des gens de mer aux Malouines. Tout le monde est aux petits soins. Le bateau et moi, on devient un peu la star de l'archipel. Donc vraiment, tout le monde dans l'archipel est aux petits soins. Il y a plein de gens qui vont venir nous aider. Il y a mon équipe qui, par miracle, arrive 2 jours plus tard, alors que en fait, le vol aurait dû arriver 1 semaine plus tard. Mais le vol qui était prévu le jour de mon avarie, en fait, a été retardé à cause de la tempête que je vis. Donc la tempête m'empêche de naviguer, mais elle permet à mon équipe d'arriver. On va travailler ensemble pendant 3 jours, jour et nuit, pour réparer cette pièce qui est ridicule. C'est une pièce, c'est un bout, c'est un cordage tout simple, mais qui demande d'être fait par un professionnel. On le remplace, on répare à peu près le bateau. Vraiment une solidarité extraordinaire, et puis je repars. Je repars au bout de 5 jours. Je ne me suis jamais posé la question, est-ce que tu repars tout seul ou pas? Parce que j'avais déjà travaillé avec mon coach mental ce genre de scénario. Donc je ne me suis jamais posé la question. On n'a jamais parlé avec Marie en disant, est-ce que tu rentres à plusieurs? Est-ce que tu laisses un équipage récupérer le bateau et toi tu rentres en avion? Je me suis toujours dit que je repartais. Mais c'est bien de l'avoir préparé. En revanche, se retrouver tout seul sur le bateau, hors course, après avoir fait escale, c'est-à-dire se retrouver dans la peur totale, dans l'inconfort total, dans le stress total, dans l'angoisse totale, alors que t'es plus en course, là, pour moi, c'est terrible. Et puis, je suis assailli de sentiments qui ne sont pas agréables. J'ai honte, parce que je me dis toujours, qu'est-ce que tu aurais pu faire? Tu aurais peut-être pu faire différemment. Après, je sais que je n'aurais pas pu réparer tout seul. Donc, je risquais que mon bateau démate plus tard, mais j'ai honte, j'ai d'une tristesse mais monumentale. Mais il faut continuer. Et il faut continuer pour tout le monde. Là, Marie a une idée extraordinaire avec Noémie qui est à côté d'elle. C'est qu'ils vont vous faire courir, ils vont vous faire marcher, ils vont vous faire rouler. En fait, ils vont demander à des gens de me soutenir. Et là, je me retrouve plus tout seul. C'est assez génial. Donc, et ça me donne un coup. Je me dis, attends, les gens qui sont à terre, et vous ne savez pas à quel point c'est important quand on fait le Vendée Globe de savoir qu'il y a des gens qui vous suivent à terre. Parce que le nombre de fois où on se dit mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi j'endure ça quoi? À chaque fois on se dit mais qu'est-ce que je suis con? Mais c'est pas vrai. Parce qu'on souffre, on a peur. Enfin, et de savoir qu'il y a des milliers de gens qui vont faire ça, ça me permet de me sortir de cette spirale de tristesse, de honte. Et je commence à recrocher en disant attends, t'es sur ton bateau. Il y a des gens qui ont envie d'être avec toi, qui te soutiennent. Et puis je commence à me dire, mais attends, mon bateau, il est encore en vie, il est encore là, moi je suis encore sur l'eau. Et t'es là pourquoi? Et je renoue avec le pourquoi je suis là. Et vous savez, quand on fait le Vendée Globe, on est en train de faire de la compétition, donc on ne voit plus la mer. On ne voit plus même son bateau. On est tellement dans la compétition à essayer de gagner des mètres, gagner des mètres, gagner des mètres. Et là, je me dis, tu as un cadeau de la vie, quoi. Tu remontes pour toi, pour ton amour pour la mer et les bateaux. Donc j'ai fait une super remontée.
J'ai semé tous les gars qui étaient derrière, c'était vraiment extra. J'ai commencé à rattraper ceux qui étaient devant aussi. Il m'aurait fallu 2 jours, je pense, là je pouvais rentrer avec eux. Et puis je me fais accueillir par... on a monté toute une aventure avec Skip the Use, je ne sais pas si vous avez vu, avec les rockers de Skip the Use. Et voilà, et c'est une aventure qui est finalement extraordinaire, que je suis en train de digérer encore. Parce que ça fait... je suis rentré 12 février, on est le combien? On est avril, 2 mois et demi, c'est ça? Ouais, j'ai l'impression de jamais avoir digéré encore l'histoire. Et là, en fait, vous êtes les premiers à qui je raconte cette course. Voilà. Vas-y. Ça marche pas? Si. Je voulais juste te dire que cette histoire est extraordinaire en fait. Donc voilà, on est tous complètement ébahis par cette aventure et puis la façon dont tu le racontes. En plus, alors on est très honoré qu'on soit les premiers à l'entendre avec tous ces détails. Et là, on se rend compte encore plus, sans voir les images, de l'enfer que tu as vécu. Donc, bon, voilà, la parole à ceux qui veulent poser des questions. En tout cas, vraiment, vraiment bravo, 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 bravo. Ouais, je voulais dire d'abord bravo. J'ai suivi le Vendée Globe, parce que moi-même je suis marin, donc j'aime beaucoup ça. Il y a une question qui m'interpelle. Vous avez dit à l'instant que vous auriez pu rattraper les autres. Vous n'avez pas de faille pourtant. Alors pourtant, moi tout ce que j'ai entendu dans la course, c'est que maintenant, pratiquement tout le monde dit sans foil, c'est pas possible. Pratiquement tous les gens qui peuvent gagner, pratiquement c'est des gens qui ont des foils. Même Jean Le Calme se dit que, on en a parlé tout à l'heure, il y a des problèmes. Alors, en fait, la question, c'est même plus aujourd'hui les foils et non-foils. Aujourd'hui, il faut avoir un bateau de la toute dernière génération de foilers. Parce que nos bateaux, ils peuvent tenir les bateaux jusqu'aux bateaux qui ne sont pas ceux qui ont fait les premières places, là, le tout dernier. Parce que ceux-là, il y a eu un saut en technologie et en fiabilité énorme. Donc je dirais qu'il faut... Aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas il faut un foiler, il faut un bateau de la toute dernière génération. Et il y a fort à parier que la génération 2028 mette au placard la génération 2024. Donc c'est extraordinaire au niveau technologique. Après, c'est un vrai choix dans lequel se met la course au large. Et je ne sais pas si c'est vraiment le chemin qu'il faut prendre aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vraiment comme la Formule 1. Si tu n'as pas une Formule 1 de l'année, tu es mort. Et nous, c'est pas du tout la conviction qu'on a portée avec Jean, parce que tout ça demande des moyens énormes. Et forcément, tu crées une ségrégation à l'argent, au-delà de l'impact environnemental. Nous, nos bateaux, pour vous dire, ils ont émis 35% de moins qu'un bateau comme celui de Charlie Talin. Voilà. Donc c'est une proposition qu'on a faite. Aujourd'hui, c'est sûr que si tu veux gagner le Vendée Globe, il va falloir avoir un bateau fait pour 2028 et mettre les moyens dedans. Ouais. Je crois que Jérôme voulait dire un mot avant une deuxième question. Oui, je voulais te remercier pour cette brillante narration. Je me rappelle de 2 choses au départ du Vendée Globe. Outre le plaisir d'être avec tout le groupe et des moments qu'on a partagés, la première image que j'ai, tu as parlé de Jean Le Cam. Donc il faut imaginer les pontons avec tous les bateaux qui vont partir et puis chaque skipper qui se dirige vers son bateau en fonction de l'ordre qui a été donné. Et puis on a Jean Le Cam, tranquillement, en train de prendre son café, fumer sa cigarette, qui regarde toute cette agitation et qui reste d'un calme absolument olympien. J'ai trouvé que cette image était assez extraordinaire. Alors certes,
il a une expérience, une expertise, il est rodé, mais face, comme tu l'as dit, aux éléments qui sont totalement, parfois immaîtrisables qu'est la mer, j'ai trouvé que ce sang-froid était absolument éloquent. Il y avait une espèce de philosophie humaine dans sa façon d'être. Puis il est parti tranquillement, quand ça a été son tour, prendre son bateau, si je puis dire. Puis la deuxième image, c'est effectivement ce départ. Ça a été épouvantable, ce départ. Il n'y avait pas de vent. Nous, sur la vedette, là, on faisait des ronds dans l'eau et on vous voyait voilà, barbotant, si je puis dire. Alors, Jean encore a sorti son spi, mais ça n'a rien fait. Il est tombé, enfin, la voile. Et donc, jusqu'à un moment où c'était impressionnant, vraiment, en 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, le vent s'est levé et on a vu tous les bateaux partir. C'était une émotion absolument extraordinaire. Donc j'en étais resté là, avec ces deux images. Et donc merci de tout ce que tu nous as raconté, parce que même en fermant les yeux, on pouvait imaginer de loin, parce qu'on n'était pas dedans, mais cet enfer et ces cauchemars que tu as dû vivre. Je me rappelle quand on a lancé ce programme, tu as présenté ton film, et là j'ai déjà été très marqué par le fait que pendant toute la durée du film, mais ce bateau, excusez-moi l'expression, il fait un putain de bruit, quoi. Je veux dire, on imagine qu'on est tranquillement, dans l'eau, ça avance, mais ça fait un bruit d'enfer. Ça fait un bruit d'enfer 24 heures sur 24. Donc, tu es dans des conditions, mais véritablement, humainement, très très dures. Et une fois encore, bravo. Et la décision ou les décisions que tu as été amené à prendre, c'était les meilleures, ou ce sont les meilleures, parce que ce qui compte. Ce qui compte dans la vie, c'est pas toujours la performance, c'est la qualité de ce qu'on fait, la raison avec laquelle on prend des décisions pour sécuriser ton bateau en l'occurrence, toi aussi, mais tout le projet, toute l'équipe. Si tu étais parti et dématé en plein milieu de l'océan, quelle aurait été la fin, quoi? Donc vraiment, une fois encore, bravo, et bravo de tout ce que tu viens de nous faire vivre et partager, parce que c'était très émouvant. Et puis aussi, bravo pour les vidéos qu'on a échangées pendant ta course. C'était très cool. Merci. Merci, Jérôme. Merci. Moi, je voulais vous demander, en fait, comment vous vous préparez à cette discipline, à cette motivation. Et une fois préparé dans la course, comment vous tenez cette discipline et cette motivation, quelle que soit la situation? Alors j'ai bien entendu la pression des 200 personnes, la famille, l'enjeu global du projet, votre passion, mais concrètement, en fait, comment vous faites? Merci pour cette super question. Déjà, j'ai une envie farouche de le faire. Et moi, je crois vraiment que le Vendée Globe, c'est une aventure extraordinaire, mais que tout le monde peut faire. Le seul truc, c'est qu'il faut l'envie farouche de le faire, parce que le chemin est semé d'embûches et que c'est d'une difficulté énorme. Difficulté énorme parce que déjà, il faut trouver les partenaires. Ça coûte beaucoup d'argent. Ensuite, il faut avoir une équipe, il faut former une équipe. Et puis, il faut avoir envie de chaque jour faire un saut dans le vide. Parce que c'est du sport de haut niveau, parce que c'est un sport mécanique. Et puis, ça exige d'aller sur l'océan, ça exige aussi beaucoup d'humilité. Donc, faut d'abord avoir une envie farouche. Et il faut avoir beaucoup d'humilité, beaucoup de doutes. Moi, je crois que le doute, c'est la base de la performance, parce que si vous avez des certitudes, c'est sûr que vous allez vous planter. Donc il faut avoir des doutes, donc il faut savoir bien s'entourer et avancer, et avoir la capacité de faire très souvent des non-choix, parce qu'il faut avancer. Donc il faut arbitrer, et souvent c'est des non-choix, peut-être que dans une... Mais c'est aussi le cas parfois. Donc il y a déjà ça. Donc on investit beaucoup d'argent sur le bateau, on investit aussi beaucoup de temps sur le skipper. Donc moi je fais une préparation mentale, une préparation sportive. J'ai la chance incroyable de faire partie du pôle Finistère de course au large, où il y a en fait, là il y a dans les 10 premiers, il y en avait 8 qui faisaient partie de ce pôle. Donc c'est une chance incroyable. On a accès à des coachs, on a accès à des sportifs, on échange beaucoup aussi sur notre performance. Donc ça m'aide beaucoup. Et après, in situ, dans la course,
Il y a tout ce que vous avez dit, hein, c'est sûr. Voilà, on est responsable de ce projet-là, on a nos partenaires, quoi qu'il arrive, on doit donner le meilleur de ce qu'on a. Moi, j'ai un amour aussi du bateau et de l'océan. Donc mon bateau, je suis là pour le servir. Donc je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens amoureux de leur moto, de leur voiture, ou des musiciens qui ont un instrument. Pour moi, c'est la même chose. Mon bateau, je ne peux pas admettre une seule seconde qu'il soit mal réglé ou qu'il soit sous-toilé. Donc je suis là à son service pour qu'il soit au maximum de ses possibilités. Et en plus, j'ai une approche particulièrement mystique de l'océan. Je vais dire, où il part. Alors, j'ai longtemps fait très attention à ma façon de parler du mystique, mais Fabien Galtier, le coach du 15 de France, m'a complètement rassuré sur ce sujet-là. Ce qu'il m'a dit, tu sais Eric, enfin il m'a pas dit, d'ailleurs c'était pas en direct, c'était dans une conférence, il m'a pas dit tu sais Eric, mais il m'a dit, aujourd'hui, dans le haut niveau au rugby, toutes les équipes internationales ont le même niveau sportif, le même niveau d'entraînement, le même niveau de technique. La seule chose qui fait la différence, c'est le mystique. Les plus forts là-dedans, c'est les All Blacks, le haka, qui les met en condition... ils vont jouer autre chose qu'un match, et lui, il travaille là-dessus. Et ben moi, j'ai cette chance incroyable. Quand je vais sur l'océan, je suis le disciple et l'océan est mon maître. Et donc, voilà, j'ai ce rapport-là. Donc, ça me permet de tenir aussi. Je sais pourquoi je suis là. Et il y a quelque chose, dans tous les moments galères où on a l'impression qu'on risque notre peau, il y a aussi quelque chose d'incroyable, c'est l'instinct de survie. Donc, de toute façon, si j'appelle ma maman, elle ne va pas pouvoir venir me chercher. Et personne ne va venir me chercher. Donc, de toute façon, je trouve à chaque fois les ressources qu'il faut pour continuer. Et c'est la chose la plus importante que j'ai appris, moi, dans mon premier Vendée Globe. Vous savez, nous tous, là, dans cette salle, on a des ressources infinies. Tous, on a des ressources infinies. On ne verra jamais le bout de nos ressources. La seule condition, c'est qu'il faut faire des trucs qu'on n'a jamais fait. Il faut sortir de sa fameuse zone de confort pour aller découvrir ses ressources. Et le Vendée Globe est une solution extrême pour rencontrer ces ressources. Voilà. Ouais. Alors enfin. Alors, déjà, bravo, encore une fois. Merci. On a tous suivi, on était vraiment éblouis par ce que tu as fait. C'était vraiment génial. Et moi, je voulais poser une question sur peut-être ton état d'esprit maintenant, après la course. Comment ça va ? Est-ce que tu arrives à dormir ? Est-ce que tu te refais toutes les nuits la course ? Est-ce que, je sais pas, ça va ? Merci pour cette question. Écoute, ouais, ça va. Je suis crevé. Disons que les matinées, ça va. Les après-midi sont durs. Écoute, j'ai pas eu le temps, que ce que je disais, de digérer. Et à peine rentré, tu vois, dans notre métier, on a à peine vraiment terminé la bataille, la dernière bataille de notre projet, qu'il faut se relancer dans une autre campagne guerrière. Et donc, à peine atterri, le temps de faire une fête, de se remettre de la fête, eh ben, on était avec Marie à chercher maintenant des financements pour la prochaine campagne et pour être présent très vite avec ce bateau ou un autre bateau pour le prochain Vendée Globe. Donc ça ne s'arrête pas. Donc ça va. J'attends un peu le mois d'août, tu vois, pour me reposer. Mais je suis très heureux. Je suis heureux d'être là. Très bien, merci beaucoup. Eric, c'est moi. Alors, salut toi. Ça va? Ouais, bien. Eric, oui. Tu as fait de nous des privilégiés. Ouais. On n'avait pas le pied marin. On s'est retrouvés au Sable d'Olonne avec des milliers de personnes. C'était top. Avec un pass VIP, donc on a doublé toutes les files.
Et on a commencé à en jouer, à se dire, bah, nous on connaît Eric, Eric il est comme ci, Eric il est comme ça. Donc c'était assez drôle. Par contre, on t'en veut parce que on a été angoissé pour toi, on a eu peur pour toi, on a souffert avec toi, on t'a vu remonter. On avait un groupe en fait où on suivait ta course tous les jours. Et tu nous as entraînés dans ta folie, vraiment dans ta folie. Donc merci pour ça et pressé de se retrouver à la Forêt Fouennant pour naviguer. Voilà. Ah, c'est génial. Ouais. Moi aussi, je suis pressé qu'on navigue ensemble en juillet. Ça va être génial. Ça, on vous a préparé un truc aux petits oignons. Bonjour Eric, là, je suis très content de vous voir, c'est un plaisir, ça fait plaisir de vous revoir déjà sur Terre avec nous. Et du coup, moi j'avais une petite question concernant la suite des échéances qui vont arriver. Moi je voulais savoir si déjà vous allez vous représenter pour le Vendée Globe de 2028, c'est ça du coup, pour 2028. Et s'il allait y avoir des modifications, je suppose que oui, mais lesquelles du coup? Merci beaucoup. Oui, alors l'idée c'est d'être présent sur le Vendée Globe 2028 et on travaille à fond pour ça. Donc c'est tout ce qu'on veut. Des modifications, tu parles du bateau Oui, je parlais du bateau. Ou si je vais changer des trucs sur moi? Non, je sais pas, non, je parlais principalement du bateau. Ouais. Du bateau. Ouais, alors on est en train justement de se poser la question, parce que la question est excellente. Moi, je ne vais pas non plus ignorer... Moi, quand je fais le Vendée Globe, c'est que je veux être performant. Et en même temps, je ne veux pas faire n'importe quoi. Et donc, c'est sûr que le fait qu'aujourd'hui, les bateaux de la dernière génération nous mettent tellement de différence en termes de performance qu'il faut se poser des questions, quoi. Et ce n'est pas des questions que j'ai envie de me poser, mais je suis obligé de me les poser en tant que compétiteur. Donc on est en pleine réflexion sur ça. On parle aussi avec des partenaires. Tu sais, aujourd'hui, il y a des partenaires qui ont très envie d'investir dans ce que j'appelle moi le low carbone. Et moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc on est en train de voir comment on peut faire évoluer ce bateau-là pour le rendre plus rapide. Et puis il y a des partenaires qui ont envie aussi d'aller au top de la performance. Donc on essaie aussi de trouver des façons d'atteindre cette performance dans une certaine sobriété. C'est pas simple, hein, l'équation elle est vraiment pas simple. Donc voilà, donc je sais pas, concrètement je sais pas. Ce que je pense c'est que là les prochaines courses ça se fera avec ce bateau-là, très probablement. Donc 2028 c'est la victoire quoi. C'est toi qui le dis. Bonsoir. Bonsoir. On parlait justement des différences de vitesse des bateaux. Est-ce que la solution, ça ne serait pas justement de faire des classements différents, foiler, non-foiler, et relancer en fait des recherches technologiques justement sur des bateaux plus performants mais moins énergivores, carbone, etc. Et est-ce qu'il y a déjà un mouvement dans ce sens-là au niveau des coureurs, parce que ça ne peut venir que de vous en fait, de dire non, on n'a aucune chance de gagner ou de figurer dans un palmarès, autant se faire une classe soi-même et scinder en fait foiler, non-foiler et continuer l'aventure comme ça. C'est des idées qu'on pousse. C'est des idées qu'on pousse. Après, c'est pas nous qui décidons, hein, c'est le Vendée Globe qui décide. Donc c'est Alain Leboeuf qui est le président du département de Vendée qui a ça en main, et la classe IMOCA. C'est mal barré. C'est mal barré. Parce que, tu sais, enfin, moi, tout le monde veut toujours aller au plus. C'est dans la nature humaine de pousser les curseurs. Si ça, c'est possible, je veux ce qui est possible. Le fait de freiner, c'est pas dans la nature humaine. Malheureusement, il va falloir que ça le devienne. Donc s'auto-raisonner comme ça, nous c'est ce qu'on a proposé avec Jean. Et on n'a pas eu le scénario de course qui nous a aidés. Aujourd'hui, je ne pense pas que le Vendée Globe fasse ce choix-là, et je le regrette, parce que pour maîtriser les budgets,
C'est pas dans le foiler que tu vas maîtriser les budgets. Ça demande une équipe une armée mexicaine, ça demande des bateaux avec du design très cher, voler c'est cher. Donc et ça pollue. Une paire de foils, ça coûte 700 000 €. Quand tu fais un bateau, tu en fais minimum 2. Tout est comme ça, en fait. Donc si tu veux avoir un budget raisonnable, il faut des bateaux à dérive. Mais il faut avoir un bateau. Si tu as un bateau à dérive, il faut être sûr d'être sélectionné pour le Vendée Globe. Et les sélections se font sur des transats sur lesquels les foilers ont plus de chances. Donc voilà. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une solution qui soit trouvée pour permettre à des petits budgets, mais ça veut dire aussi offrir à des PME ou des ETI la possibilité d'être partenaires de ces gros projets. Aujourd'hui, on va avoir de plus en plus de banques, d'assurances, de grosses entreprises qui vont être entre elles. Et c'est pas l'ADN du Vendée Globe, qui a été une course qui était justement raisonnable, dédiée à des PME. Et malheureusement, c'est quelque part victime de son succès. Et je dis victime, c'est mon point de vue, hein, parce qu'il y a 40 bateaux, il y a de moins en moins de place, il y a de plus en plus de monde. Le Vendée Globe fait des records de retombées médias. À chaque fois, c'est plus 40%. Donc comme c'est le truc ultime, ça va jamais cesser d'augmenter. Donc voilà. Et après, c'est génial qu'on arrive à se réguler, mais est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question un peu technique. Les bateaux de 2028 seront forcément plus rapides en vitesse de pointe que les bateaux de 2024, mais peut-être qu'ils iront plus vite, mais moins souvent, parce que moins rodés. Donc je voulais savoir, c'est quoi le facteur de charge d'un bateau comme ça? Autrement dit, quel est le pourcentage du temps où on va à la vitesse maximale? Globalement, si on fait la moyenne de la vitesse par rapport à la vitesse max, c'est quoi? Vous avez parlé de 26 nœuds. Globalement, la vitesse moyenne, elle est de combien sur un bateau Alors, alors c'est vraiment technique. Sur la route maximisée, c'est environ entre 13 et 14 nœuds. Voilà, donc c'est pas énorme la vitesse moyenne. Le seul truc, c'est que ces bateaux-là, ils sont capables maintenant d'aller très vite aussi dans des mers formées. Donc, c'est des bateaux qui vont vite tout le temps. Avant, les foilers même de 2020, ils allaient vite que dans certaines conditions. Ils avaient du mal à aller vraiment bas avec le vent ou très haut avec le vent, au pré ou au portant. Aujourd'hui, ils ont gommé toutes ces imperfections et ils vont vite dans de la mer. Et ils sont fiables. Voilà. Après, ça coûte très, très, très cher. Il faut avoir une équipe de gens chevronnés pour designer ces bateaux et les entretenir. Donc on va avoir demain des scénarios où il y aura 4-5 projets qui peuvent aller très très vite et qui seront au-dessus de la mêlée. Et qui pourront se permettre... Et ça veut dire... Pardon, ça veut dire... Avant, on pouvait faire un Vendée Globe avec un bateau, il pouvait être performant pendant 2 éditions, puis on pouvait le garder 3-4 éditions. Aujourd'hui, ce modèle est obsolète. Pour gagner le Vendée Globe, il faut un bateau de l'année. Alors excusez-moi, je vois l'heure avancer et on est déjà au-delà en fait de l'heure. Donc on va peut-être en prendre encore 2 questions et puis après on sera obligé de conclure parce que d'autant plus que vous avez un buffet d'impôts qui vous est offert et vous pourrez ensuite continuer à échanger éventuellement. Mais voilà, encore 2 questions parce que là d'un seul coup toutes les mains se lèvent mais ça va être compliqué. Donc allez, une question pour madame, on mettra une question là-bas et puis on arrêtera. Bonsoir monsieur, Bonsoir. tous mes respects. Merci. Alors j'ai une question, on ne trouve pas la réponse sur Internet et ce n'est pas une question technique. On dit qu'il y a les vivants et les morts et les hommes qui vont en mer. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, les hommes qui vont en mer? C'est une sacrée question. Ouais, j'adore. Merci beaucoup. Pour moi... Quand j'étais jeune et quand j'ai vu que le Vendée Globe existait, donc à partir de 89, j'étais subjugué parce que pour moi, c'était des surfemmes et des surhommes. Et je me disais, mais
Et je me dis toujours que le Vendée Globe, c'est le truc le plus dingue qu'a créé l'homme. Et ça, je vais un peu loin dans mon truc, mais je suis un passionné. Donc, et en faisant le Vendée Globe, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas du tout des surhommes et des surfemmes, on est juste des hommes et des femmes qui ont une envie incroyable d'aller en mer, qui ont beaucoup d'humilité, qui ont une capacité aussi à aller dans la routine, parce que les gens imaginent, vous savez, une aventure totale de liberté. Pas du tout, on est dans une routine dantesque, hein, parce que c'est des checklists, c'est un sport mécanique. Le fait de checker la météo, tout ça, c'est des logiciels, donc c'est un travail. Donc je dirais, les gens qui vont en mer, le plus gros pas, c'est d'accepter d'aller en mer, d'aller risquer quelque part ce qu'on a de plus précieux, sa vie, pour aller vivre une grande aventure. Et c'est un peu ça. Mais je crois que cette phrase-là, elle est incroyable parce que c'est la vue du terrien qui voit s'éloigner les hommes qui vont en mer et que la mer, c'est l'inconnu total. Et on parle souvent d'inconnu. Aujourd'hui, des marchés, pandémie, on est dans un monde d'inconnu. La meilleure formation qui soit à la vie future de nos sociétés, c'est d'aller en mer parce que l'inconnu est total. Et le fait d'aller faire le Vendée Globe, c'est la mer, l'inconnu. Le fait d'être en solitaire, c'est encore une inconnue. D'être en course, c'est encore plus une inconnue. Voilà. Faut aimer l'inconnu. Allez, on laisse, si ça ne vous embête pas, la dernière question à un des jeunes présents. On voulait savoir si être père, ça fait de vous un meilleur skipper. C'est une super question. Je ne l'ai pas digéré, cette question-là. Ça m'a pris beaucoup d'énergie de partir loin de ma fille. Mais beaucoup, beaucoup d'énergie. Je n'avais pas anticipé. Donc, très concrètement, au début de la course, je pense que ça a fait pas un bon skipper. Parce que généralement, quand je pars en transat, etc., j'arrive à effacer ma fille. Elle n'existe plus. Mais sur une distance pareille, un temps pareil, c'était très compliqué. Après, je fais beaucoup plus attention à ma sécurité. Et donc, je prévois plus de choses. Donc, je pense que l'un dans l'autre, si je suis un peu mieux préparé en 2028, ça devrait faire de moi un meilleur skipper. Mais ça demande de la préparation que je n'avais pas anticipée. Bon. Merci à vous tous. Merci Eric, merci vraiment. Merci évidemment aussi à Jérôme et Septodon. Et puis en tout cas, bonne soirée à tous. Et puis surtout après, là, vous pouvez aller vous rafraîchir en tout cas au buffet. Bonne soirée à tous. Merci d'être venus.